Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sociétés africaines et diaspora. Collection dirigée par Babacar Sall. Sociétés africaines et diaspora est une collection universitaire à vocation pluridisciplinaire orientée principalement sur l'Afrique et sa diaspora. Elle accueille également des essais et témoignages pouvant servir de matière à la recherche. Elle complète la revue du même nom et cherche à contribuer à une meilleure connaissance des réalités historiques et actuelles du continent. Elle entend également œuvrer pour une bonne visibilité de la recherche africaine tout en restant ouverte et s'appuie, de ce fait, sur des travaux individuels ou collectifs, des actes de colloque ou des thèmes qu'elle initie. Déjà paru. Mamadi Camara, où va la Guinée? Mémorandum à un ami pour sauver notre pays, 2010. Aldo Agiello, Brasier d'Afrique. Mémoire d'un émissaire pour la paix, 2010. Thierno Diop, Léopold Sédar Senghor, Majmaout Diop et le marxisme, 2010. Sidiki Kaba, la justice universelle en question. Justice de blancs contre les autres, 2010. Sedi Kaba, rébellion Touareg au Niger. Qui a tué le rebelle Mano Dayak, 2010. Mandiaye Gueye, le Sénégal sous Abdoulaye Wade. Banqueroute, corruption et liberticide, 2010. Meboukounta Diallo, la crise casamassaise. Problématiques et voies de solution, 2009. Sedi Kaba, la presse au Niger. État des lieux et perspectives, 2009. Momar Sokna Diop, quelles alternatives pour l'Afrique, 2008. Kodou Wade, sexualité et fécondité dans la grande ville africaine, l'Aka de Wakam, 2008. Ndiassé Sambé, El Hadji Diouf, footballeur et rebelle, 2008. Sedi Kaba, le Niger face au sida, atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie, 2008. Maïm Marie Fey, l'immolation par le feu de la petite fille du président Wade, 2008. En guise d'introduction. 15 mots suffisent-ils pour faire le tour de Wade, de sa doctrine politique et de son mode de gestion des affaires publiques? Certainement pas. L'homme est si complexe, avec ses contradictions et son sens du spectacle. Sa vie politique a été si longue, son parcours si plein d'imprévus qu'il serait prétentieux de vouloir le cerner complètement en quelques mots. Il y a tant à dire, sur l'étudiant dandy si préoccupé de sa chevelure et le tribun populiste chauve, sur l'ancien franc-maçon, démissionnaire? Dormant, devenu, si on l'en croit, un mouride à la dévotion tapageuse, sur l'ancien militant socialiste devenu le pape du libéralisme, sur l'opposant irréductible devenu homme de pouvoir, sur le manipulateur florentin machiavélique, selon Aminata Tall qui sait de quoi elle parle, et le naïf toujours prêt à vider ses poches et depuis peu à vider aussi les caisses de l'État pour s'attacher quelque reconnaissance. Senghor l'avait baptisé Neujonbourg, en référence au malin lièvre des contes africains, et depuis il lui est arrivé de se faire rouler dans la farine comme un vulgaire béotien. Il est tout aussi difficile de percer le wadisme, doctrine mouvante, perpétuellement revue et corrigée, qui s'apparente à un comportement, un manuel de vie, le culte d'une personnalité, bien plus qu'à une philosophie ou à une véritable doctrine politique. Wade, pour tout dire, représente une source d'inspiration inépuisable pour les caricaturistes, les polémistes et les politologues. Tout en lui est trop. Son verbe qui tourne souvent la logorée, son style hors norme, son monument pompier, son ego même et jusqu'à sa générosité, et un dictionnaire ne suffirait pas à tracer son portrait. À supposer que quelques mots suffisent pour lever le mystère de cet homme et celui de son système politique, les mots que j'ai choisis sont-ils les plus appropriés, les plus opportuns? Je ne peux l'affirmer. Mais je doute fort qu'on puisse parler de Wade et du wadisme sans évoquer la dépendance du président de la République envers l'argent, sa propension à s'en servir comme mode de gestion des hommes, son acharnement à impliquer sa famille dans la chose publique, son goût des voyages et ses revirements, ce culte du moi qui le rend finalement fragile en raison de sa vantardise et de sa boulimie des louanges, selon les mots du curé de Gorée. Les mots que j'ai choisis sont quelquefois ceux auxquels s'attendraient le moins ceux qui le connaissent mal, mais ils révèlent, je crois, sa vraie nature qui est d'être un homme plein de paradoxes. Il trace un portrait peut-être peu flatteur de l'homme et c'est pourtant celui-là que les Sénégalais ont porté au pouvoir dans l'euphorie, sans connaissance de cause, réalisant la première véritable transition démocratique du pouvoir en Afrique francophone, le Bénin mis à part.
Ils sont les premiers surpris de faire le constat que le SOPI n'était pas là où ils l'attendaient, et que le pouvoir était un étonnant révélateur. Leur déception a encore été plus grande lorsqu'ils ont réalisé qu'à leur corps défendant, Wade était devenu le prototype même du Sénégalais tel que l'imaginent leurs voisins, souvent à tort. À Bamako ou à Abidjan, le Sénégalais est en effet souvent vu comme un homme à la parole facile, la bouche sucrée diront certains, séducteur en diable, sachant surtout parler de lui-même et jouer au matamor. Un homme incroyablement doué pour transgresser les règles et tirer son épingle du jeu. Un homme à la piété un peu trop bruyante et ostentatoire, plus inspiré par le communautarisme confrérique que par l'universalisme islamique. Le citoyen d'un pays qui entretient avec la France des rapports compliqués, qui soulève chez les voisins moquerie mais aussi jalousie. Et au bout du compte un homme généralement peu violent, du moins en acte, accueillant, teranga oblige, même si quelquefois la teranga a bon dos. En réalité Wade n'est pas un Sénégalais ordinaire. C'est un Sénégalais porté à l'incandescence et c'est pour cela qu'il fascine et que les mots pour le décrire sont incroyablement déconcertants. J'ai donc retenu 15 mots parmi d'autres. Chacun d'entre eux pourrait constituer la matière d'un livre, et j'ai choisi de m'en tenir à ce qui me paraissait essentiel, de mettre en évidence les aspects les plus saillants, les plus significatifs, en supposant que mon lecteur n'a besoin que d'un déclic pour reconstituer sa propre expérience de l'homme. Il peut aussi choisir sa porte, classer les mots selon ses préférences et ses penchants, opposer ses propres mots aux miens. Peut-être trouvera-t-il la critique déséquilibrée. Peut-être au contraire, trouvera-t-il incomplète la liste des ministres de Wade ou celle de ses déplacements à l'étranger ou de ses promesses. De toute façon avec Wade, on court toujours le risque de se tromper et le tour du wadisme ne peut être qu'une entreprise collective. Il s'agit en tout cas ici de mots-clés, et non de mots-sommes, de tire-bouchons qui permettent d'ouvrir des pans de la galaxie wadienne. Ces mots sont classés selon l'ordre alphabétique, mais toutes les lettres de l'alphabet ne sont pas au rendez-vous et certaines sont citées à plusieurs reprises. Une petite dizaine de lettres seulement sont illustrées par des mots. Ce livre ce n'est donc pas Wade de A à Z, ce n'est que le florilège d'un système qui dure depuis 10 ans. Wade est encore au pouvoir, le wadisme continue à prospérer et à recruter et comme le dit un proverbe, tout ce qui vit reste inachevé. Il y aura probablement d'autres lettres, d'autres mots-clés feront sans doute leur apparition pour célébrer l'homme et son œuvre. Au total donc, mon lexique est partiel, personnel et provisoire. Je souhaite que le lecteur contribue à l'enrichir et à l'amender pour que Wade soit enfin, ce qu'il n'est pas encore, un homme transparent et prévisible. 1. Argent. Si le régime de Wade ne devait avoir qu'une marque, un symbole, s'il ne devait être illustré que par un mot-clé, ce serait certainement le mot argent, tant le président de la République s'est illustré par sa propension à accumuler, à distribuer, à utiliser cet artifice porté à un niveau jamais atteint au Sénégal. Il a fait de l'argent le moyen et la fin de la conquête du pouvoir, l'outil exclusif de la gestion de l'État et des hommes. On pourrait consacrer une thèse au rapport entre Wade et l'argent, et la longueur de ce chapitre est à la mesure du phénomène. Car d'une certaine manière, on peut dire que le pape du SOPI a une addiction avec l'argent et que cela a prodigieusement déteint sur la dignité des Sénégalais de tous âges et de toutes conditions, comme le montrent les charrettes de solliciteurs qui défilent dans sa salle des banquets, les retournements de veste qui accompagnent son régime et les scandales qui éclaboussent tous ses proches. Malheureusement peu d'hommes ont osé lui rappeler, comme l'a fait récemment l'archevêque de Dakar, que l'argent ne règle pas tout. La réputation de Wade avait été ternie par l'argent avant même son arrivée au pouvoir au point qu'un journaliste a pu écrire, au début de son mandat, qu'il était un généreux président qui ne paye jamais ses dettes. On lui avait fait le reproche d'emprunter à tour de bras, quand il était dans l'opposition, par exemple en se faisant prêter une centaine de millions de FCFA par un ami français, pour se payer des voitures pendant une campagne électorale, ou en soutirant un prêt de 50 millions de FCFA à Serigne Moustapha-Sy, animateur du mouvement religieux Tidjane dit des Moustarchidines. Il aurait poursuivi la même pratique en empruntant, dit la rumeur, 2 milliards de FCFA à son guide religieux, Serigne Saliou Mbaké, le calife général des Mourides. Un ancien cadre sénégalais d'une banque dakaroise, aujourd'hui expatrié, a déclaré récemment à la presse qu'à la veille de l'alternance,
le domicile privé de Wade au quartier du Point E était menacé de saisie, suite au non-règlement d'une dette de 10 millions de FCFA. Abdoulaye Bathily, son compagnon des mauvais jours, a donné du crédit à cette information en rapportant que Wade hésitait dans son combat d'opposant par crainte d'être dépossédé de cette maison et que c'était Idrissa Seydi, alors tout-puissant président du conseil d'administration de la Société Générale de Banque au Sénégal, SGBS, qui est venu à son secours en mettant le dossier sous le coude. Il ne sera pas payé en retour. Après l'alternance, Wade est passé subitement de débiteur à créancier et fait de généreux dons d'argent à l'État, ce qui est pour le moins paradoxal puisqu'on ne lui connaissait pas de fortune personnelle et que l'origine même de ses ressources reste floue. Il en fut ainsi pour ce qu'on a appelé mystérieusement les fonds taïwanais. 7 milliards de FCFA qui lui auraient été offerts par des amis de Taipei. La révélation de l'existence de cette manne l'avait incité à annoncer qu'il la rétrocédait au gouvernement pour l'exécution de son programme de développement, selon le communiqué officiel. Le Premier ministre de l'époque avouait ignorer lui-même la provenance de cet argent, mais se dit aujourd'hui prêt à témoigner devant une commission parlementaire de. Il n'a jamais été établi que ce fonds ait été effectivement versé dans les caisses de l'État. D'autres sources prétendront même que le pactole aurait été plutôt transféré dans le compte d'un autre ami de Wade, le très affairiste Pierre Haïm, roi des boissons gazeuses au Sénégal, lequel à son tour aurait prétendu l'avoir mis sur le compte d'un autre intrigant. L'un des mystères du régime de l'alternance, c'est d'ailleurs la provenance de tous ces fonds qui coulent à flot et qui échappent au contrôle du ministère des Finances. Jamais le Sénégal n'a autant bénéficié de financements extérieurs d'une telle ampleur, avec cette spécificité qu'en sollicitant plus souvent les monarchies pétrolières et les Chines, Taïwan d'abord puis Pékin, Wade a réussi à diminuer l'influence de la communauté traditionnelle des donateurs internationaux. 3. Amath Dansokho, qui fut ministre dans son premier gouvernement, rapporte qu'il n'a pu s'empêcher de confier à son voisin que Wade allait inonder le pays d'argent sale lorsque celui-ci proclama, en Conseil des ministres, son intention de ne solliciter désormais que les bailleurs du Golfe. L'argent a constitué aussi un élément essentiel dans les relations de Wade avec ses principaux collaborateurs. Ainsi ses différends avec plusieurs de ses lieutenants auraient eu pour fondement des problèmes de sous. Ce fut le cas avec l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, de l'aveu même du chef de l'État qui avait dit, au plus fort de leur querelle, qu'il était prêt à tout lui pardonner, à condition que son ancien dauphin lui rende l'argent qu'il lui devait. Les Sénégalais ont encore en mémoire le feuilleton du protocole de Rebeuss, impliquant deux intermédiaires des deux parties dans une rocambolesque opération de restitution de sous, et qui valut à Wade d'être accusé de présenter des documents falsifiés. Selon d'autres sources, ce sont aussi des contentieux financiers qui l'auraient amené, il y a quelques années, à chasser Modou Fada Diagne du gouvernement au sein duquel ce dernier occupait les fonctions de ministre de l'Environnement. C'est peut-être, fort d'expérience de ce genre, que le président de la République a décidé de ne plus faire confiance qu'à son seul fils en le plaçant au cœur de tous les contrats juteux, sous prétexte que personne n'était plus capable que lui pour amener l'argent. Karim sera mis à la tête de l'Agence nationale pour la conférence islamique, ANOCI, négociera les contrats de licence téléphonique avec Santel, puis avec Sudatel, au nez et à la barbe du ministre des Finances. On lui reproche aujourd'hui pour la première affaire d'avoir fait échouer les tractations par ses exigences excessives et dictatoriales, et pour la seconde d'avoir accepté, au profit de l'ANOCI, des prestations de services illégales de près de 100 millions de FCFA, et pour son propre compte et celui de ses amis, d'une rétrocommission de 20 milliards de FCFA placés offshore. Il n'a encore eu à répondre devant la justice à aucune de ces accusations, contrairement à d'autres personnes citées dans ces affaires. Un des témoignages les plus révélateurs de l'attrait que l'argent exerce sur Wade nous est fourni par Idrissa Seck, qui fut, on se le rappelle, son premier directeur de cabinet, son troisième Premier ministre, après avoir été un de ses plus proches confidents et l'un des artisans de son accession à la fonction suprême. Aux heures les plus émouvantes de son couronnement, au moment où généralement on pense à remonter la chaîne de sa vie, à exalter Dieu, ses racines ou son destin, où l'on fait un pari sur l'avenir, où l'on mesure le poids de ses responsabilités, Wade, lui, si on en croit Seck,
n'a pensé d'abord qu'aux espèces sonnantes et trébuchantes dont il était désormais l'ordonnateur. Prenant possession de ses prérogatives de président de la République, le nouvel élu, nous dit Sec, a commencé dès leur première séance de travail par s'assurer que les coffres étaient en place et qu'il était définitivement à l'abri du besoin. Nos soucis d'argent sont finis, aurait-il proclamé 4. La révélation de ce premier cri du cœur intime ouvre une longue liste de fuites émanant de membres du gouvernement qui étaient inconnus du temps de Senghor. Commence dès lors la course au gaspillage. Avec l'alternance, non seulement l'État a multiplié les actes de générosité, mais surtout, les montants en jeu ont explosé et l'unité de compte est devenue le milliard. Le président est le premier à jongler avec les chiffres par ses libéralités quotidiennes, au point qu'Idrissa Seck, encore lui, compare l'argent de poche de Wade au budget des chantiers de Thiès qui était de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards. Le président a depuis lors instauré au palais une habitude, un passage obligatoire, la distribution de cadeaux en argent à ses visiteurs qui se comptent quelquefois par dizaines. Nous verrons plus loin les dérives et les excès nés de cet usage, et leurs conséquences politiques et même diplomatiques. Depuis l'alternance, le budget de l'État s'est certes considérablement accru, atteignant un niveau exceptionnel, s'offrant même ce luxe. Pour la première fois dans le budget consolidé d'investissement BCI, les dépenses sur ressources internes dépassent celles sur ressources externes. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le budget du Sénégal serait ainsi passé de 516 milliards de FCFA en 2000 à 1229 milliards de FCFA en 2005, doublant en 5 ans. Il aurait triplé entre 2000 et 2010 en 10 ans, performance contestée cependant par certains spécialistes de l'opposition. Quoi qu'il en soit, le sens de l'économie de Wade et de son entourage s'est, lui, amoindri à une vitesse plus grande encore. Le montant qui autrefois suffisait pour bâtir un lycée clé en main, ex-lycée Mame Ch. Mbaye à Tambacounda, n'est même plus suffisant sous le nouveau régime pour aménager les bureaux de Karim Wade qui n'était alors que le responsable quasi honorifique, si l'on en croit son père, d'une cellule technique à durée limitée. Ce changement d'échelle de grandeur n'est pas le fait de l'inflation, mais de la propension du gouvernement à jouer de l'argent public comme les parvenus jouent de leur fortune. Jamais le gaspillage n'a pris une telle ampleur au Sénégal. Le plus choquant sans doute, c'est que ces sommes folles vont souvent à des projets non prioritaires, superflus ou improductifs. Ainsi la réfection de l'avion présidentiel a coûté 17,5 milliards de FCFA selon une commission parlementaire créée à cet effet, plus de 32 milliards de FCFA selon une autre source 5, qui évoque des procédures quasiment mafieuses. La seule décoration intérieure de l'aéronef aurait coûté 1,5 milliard de FCFA. Démontée et stockée en France, puis réparée à grands frais en Angleterre, la pointe de Sangomar a été vite délaissée par le président et serait à nouveau en réparation à l'étranger, de l'aveu même du Premier ministre. Le gaspillage d'État se poursuit donc, par l'affrètement de jets privés pour les voyages à la Cancan Moussa du président, les PERDM de sa cour dignes de celle d'un pétromonarque, 150 à 200 invités pour des déplacements à New York, notamment, les mallettes de devises qu'il promène comme un nabab et qui excitent ses accompagnateurs sans compter ses fastueuses réceptions dignes des apostrophes. Un maharaja, comme celle offerte au calife général des Mourides et au cours de laquelle il aurait immolé 200 bœufs et moutons. Ces libéralités illustrent le faste ruineux que Wade a imposé au pays depuis 10 ans. Mais le président ne s'est pas seulement servi de l'argent public pour satisfaire ses caprices. Il s'en est servi aussi pour gaver sa cour et acheter des consciences. Les moyens de l'État ont donc beaucoup servi à enrichir des individus, et beaucoup de tabous ont été ainsi brisés. Sous l'alternance, l'enrichissement illicite ou inexpliqué n'est plus un délit. On n'avait encore jamais vu au Sénégal des hommes du pouvoir, des fonctionnaires dont on connaît le barème de salaire, dont la traçabilité peut être établie, prospérer aussi vite et surtout, sans vanter, le proclamer à la face du monde. C'est à cette provocation que se sont livrés pourtant plusieurs barons du régime dont les pères n'étaient ni Crésus, ni feu le milliardaire sénégalais Ndiouga Kébé, loin de là. Avec eux et d'autres, on a connu à la fois la provocation et la bravade. La provocation c'est par exemple, quand un baron de l'Ancien Régime, transhumant c'est-à-dire rallié à l'alternance, avoue sans risquer la prison ni être renié par Wade. Oui, j'ai volé, mais je ne suis pas le seul,
avec pour seule explication « Moi j'ai investi chez moi », avril 2001. La bravade, c'est quand l'ancien Premier ministre Isek clame que sa fortune vient des fonds politiques que le président de la République lui avait confiés, et qu'il avait utilisé ces fonds au profit de ses proches et de ses militants, octobre 2006. Ou quand Abdoulaye Baldé, alors secrétaire général de la présidence et surtout directeur exécutif de l'ANOCI, se vante de devoir la sienne à ses amis arabes. À moins que le terme ami ait un sens caché, ne soit une espèce de code secret, puisque le président lui-même en use et en abuse, nous promettant souvent de faire régler nos problèmes par ses généreux donateurs. Ainsi nous avait-il promis de résoudre toutes les difficultés de la Sénélec grâce à ses amis, ou de faire réparer l'avion présidentiel sans que cela coûte un sou au budget. On sait ce qu'il en est advenu dans ces deux cas. La Sénélec est en convulsion permanente, le consommateur paye le courant 30% plus cher qu'au début de l'alternance, et pour ce qui concerne l'avion présidentiel, c'est l'État qui, nous l'avons vu, en a assumé la coûteuse et inutile restauration. La doctrine de Wade s'inspire donc de Guizot. Enrichissez-vous, et ses proches, parents et alliés, ministres et conseillers, chefs de service, l'ont pris au mot, accumulant comptes bancaires et propriétés en tout genre, menant grand train sans être sommés de justifier la source de leur enrichissement. Ousmane Seye, qui fut longtemps un des conseillers du président, reconnaît la gravité du phénomène et les risques que peut provoquer le déséquilibre entre des responsables de l'État ou du parti, immensément riches et des gens qui vivent dans la misère et qui sont en plus censés les défendre. On a vu par exemple, un ministre qui se prétend élément hors du commun, sans soupçonner que ce n'est pas forcément un éloge, ancien factotum du parti qui il y a quelques années fréquentait les salles de rédaction des journaux en sandales de plastique pour mendier un communiqué de presse, se transformer en 3 ou 4 ans, Farba Senghor n'a été ministre que pendant ce laps de temps en magnat de presse comme un signe de revanche. La presse dakaroise a révélé que le Premier ministre Souleymane Ndiaye disposait d'un parc automobile qu'elle évaluait à 195 millions de FCFA, dont une Porsche Cayenne personnelle estimée, au bas mot, à 80 millions de FCFA. Cet enrichissement dépasse le cadre du gouvernement. Les milieux d'affaires ont également tiré leur épingle du jeu, et on peut citer le cas de nombreux opérateurs économiques sortis du néant, et qui en quelques années ont amassé des fortunes énormes grâce à des marchés accordés dans des conditions douteuses ou pour le moins peu transparentes. Isek révèle le cas de l'entreprise Satar à laquelle Wade aurait délivré des travaux au niveau de l'État, comme au niveau du PDS. C'est elle qui a réalisé notamment la nouvelle maison du parti dont personne ne connaît le prix ni le mode de financement. Plus récemment, 2 hommes d'affaires, proches de Touba, se sont vus attribuer des portions du domaine national dans des conditions qui défraient la chronique, comme nous le verrons plus loin. Wade pratiquera souvent le troc-terre, du domaine national, contre travaux qu'il appelle improprement dation. Le président s'est vanté d'avoir favorisé ces fortunes sorties du néant, qui sont pour lui la meilleure illustration du libéralisme. Il a aussi encouragé l'irruption au Sénégal de sociétés et investisseurs venus du Golfe Persique, connus pour leurs pratiques peu orthodoxes ou leur manque de transparence. Il fera ainsi expulser du port de Dakar le groupe français Bolloré, présent depuis des décennies, au profit du conglomérat arabe DP World, qui en novembre 2009 a été contraint de solliciter le rééchelonnement de ses dettes. Wade s'est aussi servi de l'argent comme d'une arme, qui s'est révélée redoutable et à multiples usages. Il y a l'argent utilisé pour étouffer des affaires. On peut citer le cas de la famille de Messeye, qui s'est fait piéger en acceptant une sorte de dette de 200 millions de FCFA, selon la commission parlementaire citée plus haut, avant de découvrir que le véritable objectif du donateur était de faciliter l'élargissement de ceux qui avaient été jugés et condamnés pour l'assassinat du magistrat. On peut aussi citer l'affaire du bateau le Jula. Wade s'était montré plus généreux que ses collaborateurs pour fixer le montant de l'indemnisation des parents des victimes, avec l'espoir peut-être qu'ils feront une impasse dans le jugement des responsables de la catastrophe. Dans les 2 cas, l'argent a été déboursé en pure perte. Il n'a pas éteint la douleur des intéressés, a installé la zizanie chez les bénéficiaires, certains même ayant eu le courage de le refuser, sans que le chef de l'État récolte la reconnaissance populaire qu'il attendait d'eux. Wade a mieux réussi dans son action pour se fidéliser l'administration territoriale, qu'il juge pourtant inefficace et dépassée.
Gouverneurs, préfets, sous-préfets, présidents de communautés rurales, maires de villes et d'arrondissements urbains, ont bénéficié de nouvelles indemnités ou vu leurs émoluments grimper de façon vertigineuse, sans pratiquement qu'il leur soit rien demandé en retour, en matière de gouvernance notamment. Dans le détail, et de la base au sommet, on peut noter 30 000 à 50 000 farad CFA, par mois promis aux chefs ou délégués de quartier, qui se comptent par milliers et ne sont pas élus, mais nommés par les maires, donc faciles à manipuler. 150 000 FCFA accordés aux présidents de communautés rurales, avec en prime un véhicule que beaucoup n'ont pas les moyens de faire rouler, ou qu'ils n'utilisent qu'à des fins personnelles. Quant aux présidents des conseils régionaux, leurs indemnités sont pratiquement alignées sur celles des ministres. De 300 000 farad à 900 000 farad CFA pour les maires, y compris les maires des arrondissements des grandes villes, alors que la fonction était bénévole. De 100 000 à 500 000 farad CFA pour les personnels du commandement territorial, sous-préfets, préfets, gouverneurs et leurs adjoints, etc. Tous les observateurs indépendants estiment que Wade, par le versement de ces indemnités conséquentes et personnelles, a incité l'administration locale à abandonner sa politique de neutralité, pour se mettre à son service et à sa dévotion. D'autres corps de l'État ont vu leurs émoluments mensuels augmenter de façon considérable. Entre 300 000 et 800 000 FCFA pour les magistrats, 300 000 FCFA pour les enseignants du supérieur, doublement de l'indemnité de logement pour certains cadres militaires et paramilitaires, prime mensuelle d'1 million de francs pour les généraux, etc. On aurait applaudi à cette manne si elle avait été distribuée de façon équitable pour réparer des injustices et réduire les inégalités, et si l'ensemble des personnels publics avait été pris en compte. Mais Wade le dit lui-même à ses interlocuteurs, c'est en quelque sorte donnant-donnant, je vous augmente et vous faites ce qui me plaît. Il faut ajouter à cette liste les avantages accordés aux députés, aux sénateurs et aux membres du Conseil économique et social, et surtout le traitement scandaleux accordé aux directeurs d'agences nationales dont le nombre ne cesse de se multiplier et dont le salaire mensuel moyen serait de l'ordre de 5 millions de FCFA. Le comble, c'est que même les membres de la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion, CNLTCC, appelés à contrôler les dépenses de l'État, pourraient être ou seraient déjà dotés d'indemnités juteuses variant entre 600 000 et 1 200 000 FCFA, ce qui n'est guère rassurant sur leur indépendance, surtout que l'un d'entre eux est déjà cité dans une affaire de détournement. Le sort des ministres a été amélioré, cela s'imposait sans doute, mais un halo de mystère et les contradictions de Wade sont venus semer le doute sur la dimension de cette réévaluation. Ainsi, au tout début de l'alternance, janvier 2001, alors que son Premier ministre affirmait que le traitement des ministres était de 1 390 000 farad CFA, dont 100 000 F prélevés sur la cassette présidentielle, Wade prétendra, 3 ans plus tard, septembre 2004, que ce salaire était encore à un niveau très bas de L', ordre de 350 000 farad, et qu'il allait le faire passer à 2 millions F. Les ministres toucheraient aujourd'hui 5 millions de FCFA par mois, non compris une enveloppe présidentielle, à la discrétion du chef de l'État, et la possibilité de conserver leurs revenus 6 mois après leur éviction du gouvernement. Le sort fait aux directeurs d'agences nationales et entreprises parapubliques placées sous l'autorité des mêmes ministres a peut-être rendu insignifiante cette hausse. L'ancien représentant du FMI à Dakar, Alex Segura, avait dénoncé la prolifération de ces établissements et surtout, le manque de rationalisation qui préside à leur création. Wade semble découvrir, en auditionnant l'une d'entre elles, que certaines consacrent jusqu'aux 2/3 de leurs moyens à des frais de représentation ou de fonctionnement. Le rapport récent de l'Inspection générale d'État, IGE, ont révélé l'ampleur des dégâts et confirmé les appréhensions que Segura avait exprimées dans la presse. Le budget de l'État fait un transfert aux agences, et après il n'y a pas beaucoup de contrôle sur comment celles-ci ont utilisé l'argent. 6. Avec Wade, le Sénégal, où le SMIC est à environ 36 000 FCFA, a vu l'avènement de DG et de PCA multimillionnaires et fait la découverte de parachutes dorés, qui dépassent souvent la centaine de millions et dont l'un des premiers bénéficiaires a été l'actuel ministre de l'Énergie, Samuel Sarr. Ainsi le directeur du Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, entreprise qui ne fait que dépenser, selon ses contrôleurs,
bénéficiait d'un traitement mensuel de près de 9 millions de FCFA, compte non tenu des primes, de la prise en charge médicale, 3,3 millions de F, du parc automobile et 2000 litres de carburant par mois dont il dispose. Il a suffi après ce scandale que le responsable incriminé offre au chef de l'État un cheval caparaçonné pour qu'il échappe à toute sanction. Signalons que, pour ne pas être en reste, son PC accomplice avait de son côté bénéficié d'une rémunération qui est brutalement passée de 900 000 farad CFA à 3,5 millions de FCFA. On croyait ces pics de salaire tout à fait exceptionnels avant que la presse ne révèle que le directeur d'une autre agence, l'Agence de régulation des télécommunications et de la Poste, ARTP, percevait lui aussi un salaire de plus de 8 millions de FCFA et disposait pour son usage d'une dizaine de véhicules. Mais le directeur incriminé a eu moins de chance que celui du COSEC. Inculpé pour un détournement de 135 millions de FCFA, il a été placé sous mandat de dépôt et mis en prison pendant quelques jours. Le président de la République a affirmé devant la presse étrangère que la justice passera pour tous, tout en minimisant la gravité des fautes commises. C'est peut-être une manière de protéger son fils Elanossi, également cité dans cette affaire. Le successeur de Wade aura en tout cas beaucoup à faire pour garantir la survie de tous les avantages acquis depuis l'alternance. Il faut d'ailleurs dire que le président de la République, malgré ses lauriers en mathématiques et en économie, et ses prétentions en informatique, est un peu dépassé par le désordre qu'il a créé. En tout cas, il maîtrise mal les dépenses budgétaires comme les siennes propres, et s'embrouille souvent dans les chiffres, et ses collaborateurs éclairent mal notre lanterne. Ainsi, en 2004, se fiant à l'IGE et sur la base d'engagements juridiques et financiers, il avait accusé ISEC d'avoir dépensé 46 milliards de FCFA pour les chantiers de Thiès, alors qu'il n'en avait autorisé, dit-il, que 25, là où son ministre des Finances, sur la base des ordres de service du ministère de la Construction, parlait plutôt de 40 milliards de FCFA. Autre discorde. La troisième licence téléphonique accordée à la société soudanaise Sudatel aurait rapporté à l'État 100 milliards de FCFA selon Wade, 80 selon son conseiller en TIC, 89 selon le directeur du Trésor. L'IGE elle-même estime qu'on ne peut pas imputer un gap de 20 milliards, soit une erreur de 20%, à une simple opération de conversion monétaire. Les ministres à leur tour se permettent des libertés dans la gestion de leurs budgets respectifs, qu'ils dépassent allègrement au point d'accumuler des dettes qui mettent en danger les entreprises privées. Face au dernier scandale dit des dépassements budgétaires, amplifié par les mises en garde du FMI, Wade avait procédé à une petite retouche ministérielle, il en faisait pour moins que cela et menaçait les ministres fautifs de demande d'explication, août 2008. Ces menaces resteront sans suite comme d'habitude. Car nous le verrons plus loin, la sanction n'est pas le fort du président et les intéressés le savent bien. C'est encore l'argent qui est utilisé pour gagner les sympathies des porteurs de voix, marabouts, notabilités ou chefs traditionnels, communicateurs. Mais ici, les libéralités de Wade crèvent les plafonds, puisque l'on parle de centaines de millions généreusement concédés à certains chefs religieux. L'un d'entre eux aurait avoué s'être vu offrir 100 millions de FCFA. La surenchère s'installant, chacun en veut plus, comme le montre l'exemple de cet autre chef religieux qui, dit-on, exigerait une manne plus consistante que les dizaines de millions, de la petite monnaie selon lui qu'il recevait d'habitude. Le chef de l'État se joue de ce penchant des marabouts à prêter plus d'attention au contenu de ses enveloppes qu'au sort des populations, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas ému par leur bouderie ou leur rodomontade. Comme toujours avec Wade, il y a l'imprévisible et l'inclassable. L'argent semé aux quatre vents, au hasard des rencontres et des visites, les enveloppes comme on dit par euphémisme, qui quelquefois ont pris la dimension de mallettes pour les plus chanceux. Ces cadeaux en argent, si fréquents que les intermédiaires s'embrouillent sur les grilles de répartition, sont devenus la marque du wadisme. Ils ont enrichi aussi les convoyeurs qui soustraient, nous dit-on, une sorte de taxe de transit, quand ils ne pillent pas carrément l'enveloppe ou la mallette. Un ministre toujours en exercice a été accusé, il y a quelques années, d'avoir gardé pour lui de l'argent destiné à amadouer un directeur de presse, en trompant le président, et l'affaire est toujours en suspens. La presse populaire fait souvent état d'accusations réciproques de vol, par exemple celle ayant opposé récemment l'aide de camp et l'un des gardes de corps du président.
Autrefois, on allait surtout au palais présidentiel pour les honneurs, aujourd'hui on n'y va plus que pour l'argent, et on y va en grappe de plusieurs dizaines, de centaines quelquefois de personnes. D'habiles démarcheurs traînent au palais des cohortes de ralliés ramassés dans la rue, et des membres de partis inféodés au PDS se battent pour des miettes de subventions présidentielles. Le bureau du chef de l'État est devenu une foire d'empoigne, une sorte de caverne d'Ali Baba où chacun vient prendre sa part, et quelquefois, le partage se fait sur les pelouses et sous les bosquets de la résidence présidentielle, ou plutôt royale, tant les libéralités de Wade font penser davantage à un monarque absolu qu'à un président démocratiquement élu. Ainsi recevant en 2004 une délégation de femmes des parcelles assainies, il leur aurait offert, en bon samba linguaire, 10 millions de FCFA de paas, de frais de transport, tout en leur promettant 30 autres millions pour leur sucre du mois de Ramadan. Enfin, où classer l'argent que le chef de l'État consacre à prendre en charge l'édition d'ouvrages laudatifs, panégyriques ou d'autosatisfaction, qui ne sont achetés que par obligation et ne sont lus par personne. Le livre hagiographique sur sa famille publié par Cheikh Diallo, alors conseiller en communication de Karim Wade et l'un des théoriciens de son mouvement, Si près si loin avec Wade, chez Hachette, un des éditeurs commis aux œuvres de ce genre, aurait coûté à l'État près de 80 millions de FCF. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.